Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de vous accueillir en ce 22 avril, jour de la Terre, pour ce webinaire qui s'intitule L'hypothèse de la décroissance pour une santé durable, de la théorie aux actions concrètes. Mon nom est Guillaume Bazire. Je fais partie de la chaire de recherche en santé durable en tant que membre citoyen et je m'implique également sur les sujets de la démocratie directe. Ce webinaire est une initiative de la communauté citoyenne de la chaire de recherche en santé durable du Fonds de recherche du Québec, secteur santé. L'objectif de la chaire est de coordonner, stimuler et démocratiser la recherche intersectionnelle en santé durable au Québec en mettant les citoyens et les communautés au cœur de toutes ces activités. Et la santé durable, qu'est-ce que c'est? En quelques mots, c'est une vision globale de la santé qui se définit simplement comme un esprit sain dans un corps sain, dans un milieu de vie et un environnement sain, sur une planète en santé. Alors, voici quelques rappels pour le bon déroulement de ce webinaire. La durée officielle de l'activité est d'1 heure jusqu'à 13 heures. Nous pourrons poursuivre les échanges dans un contexte plus informel jusqu'à 13h30. Veuillez noter que le webinaire sera enregistré et rendu disponible sur le canal de YouTube de la chaire. Par souci d'éco-responsabilité et afin de réduire l'empreinte écologique numérique de l'événement, les caméras et les micros seront désactivés durant la première partie des webinaires, soit la présentation de Madame Bureau Civil, puis réactivés lors de la période de discussion. Dans la période de discussion, vous serez invité à utiliser le bouton Lever la main. Les interventions seront prises une à une. À tout moment, vous pouvez soumettre vos questions dans la section clavardage. Nous vous assurons que les questions soumises soient abordées durant la période de questions. Avec ce webinaire, nous proposons d'ouvrir le dialogue et de réfléchir ensemble autour du concept de la décroissance comme projet d'organisation sociale menant à des sociétés plus justes, écologiquement plus soutenables et plus démocratiques. Donc, dans cette première partie, nous présenterons les principes fondamentaux du concept et les pistes de solutions qu'elle propose. Dans la deuxième partie, nous ouvrirons la discussion avec l'auditoire pour inspirer le passage à l'action. Un mot sur la conférencière. Noémie Bureau Civil détient une maîtrise en physiothérapie, profession qu'elle a exercée pendant 10 ans dans le secteur public. Elle s'est présentée comme candidate indépendante aux élections fédérales de 2021 ainsi que 2025 pour proposer la décroissance comme projet politique au Bas-Saint-Laurent. Elle coordonne le groupe de recherche pan-québécois à but non lucratif Polymos Décroissance et membre d'un groupe citoyen de démocratie directe et fait de la recherche indépendante sur le potentiel biorégional dans sa région. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci, merci Guillaume, je vais partager mon écran. Et voilà. Donc, merci Guillaume. Ce qui m'a fait renoncer à la profession de physiothérapeute après 10 ans de pratique au public, ce n'est pas simplement l'expérimentation désastreuse du déclin du geste de soigner à force de réformes, d'austérité et de processus d'optimisation comme le Lean. C'est beaucoup plus la perte de sens à force de tenter de soigner des gens pour les retourner au plus vite, faire fonctionner le système qui les a précisément blessés. Pour le dire de manière plus élégante, je me permets une citation d'Ivan Illich, précurseur de la décroissance, qui s'est d'ailleurs penché sur la contre-productivité du système de santé. Cela va comme suit. La prise en charge de l'individu par l'appareil biomédical du système industriel ôte aux citoyens tout pouvoir de maîtriser politiquement ce système. La médecine devient un atelier de réparation et d'entretien destiné à maintenir en état de fonctionnement l'homme usé par une production inhumaine. C'est lui qui doit réclamer la consommation médicale pour pouvoir continuer à se faire exploiter. Donc, c'est en prenant une année sabbatique pour me consacrer à des réflexions sur la suite du monde que je suis tombée sur le concept de décroissance. Je remercie d'ailleurs mes camarades du groupe de recherche à but non lucratif, Polemos, qui apportent beaucoup à la pensée critique que je construis et qui, par leur travail bénévole, m'aident à comprendre le monde dans lequel nous sommes coincés. Pendant les minutes qui suivent,
Je vais tenter dans un premier temps de vous introduire au concept de décroissance pour que nous soyons en mesure de discuter ensemble dans un deuxième temps des voies à emprunter pour une santé non pas durable individuellement parce que nous savons bien que la maladie est inéluctable au cours d'une vie, dont l'issue est de toute façon la mort, mais durable dans une perspective de postérité, c'est-à-dire redonner une chance à l'espèce humaine de perdurer dignement encore un certain temps. Mais avant de parler de décroissance, je n'ai pas le choix de parler de ce à quoi elle s'oppose et pourquoi elle s'y oppose. Ce sera en même temps l'occasion de commencer à installer des parallèles avec le système de santé. Que nous le voulions ou non, nous sommes à la fois partie prenante, travaillante et subissante d'un projet politique mondialisé, c'est-à-dire la course à la croissance économique infinie ou le capitalisme. L'objectif des États est, comme vous le savez, d'augmenter d'année en année le produit intérieur brut, le fameux PIB. C'est ça notre projet de vie collectif. Pour croître perpétuellement, le PIB exige que soient continuellement produites des quantités croissantes de marchandises et de services afin d'en tirer du profit. Seules les activités jugées comme ayant une forte valeur marchande sont considérées par ce système. Par exemple, la guerre, c'est bon pour le PIB. Ça permet d'écouler en quantité industrielle des marchandises fort lucratives, les armes, et en plus, ça stimule le marché de la reconstruction. Même chose pour l'industrie minière qui fleurit. Pour alimenter le virage techno-numérique imposé, l'industrie des énergies fossiles, l'agro-industrie boostée par la pétrochimie, toutes ces activités-là stimulent l'économie, donc sont favorisées par l'État. Malgré leur impact écologique désastreux qui ne s'arrête pas à l'émission de gaz à effet de serre et au réchauffement climatique, mais bien à la destruction de milieux de vie et du vivant en général. Par contre, soigner ses parents âgés à domicile, organiser des soupes populaires pour nourrir les personnes précarisées ou rendues invalides selon les critères capitalistes, ça n'a pas de valeur marchande dans notre économie. Donc, il y aura un très faible salaire, voire pas de salaire du tout, à ces activités vitales, majoritairement prises en charge par les femmes. Pourtant, sans ce travail, presque gratuit, le système capitaliste s'écroulerait sur lui-même. La reproduction de ce système a lieu sous des apparats démocratiques puisque nous jouissons encore du droit de voter pour des représentants une fois tous les 4 ans. Mais sommes-nous réellement représentés? Il a été calculé dans un rapport d'Oxfam qu'une personne déjà établie dans les hautes sphères socio-économiques, par exemple le droit, l'industrie pharmaceutique, les médias, la haute finance, a 4000 fois plus de chances qu'une personne ne faisant pas partie de ces sphères-là d'être élue. Or, la majorité de la population n'appartient pas à ces sphères, et comme les intérêts de la classe dirigeante n'ont rien à voir avec ceux de la population mal représentée, ben, il n'y a pas significativement de représentativité dans notre démocratie dite représentative. Il s'agit plus précisément d'une oligarchie plutocratique, comme l'avance le professeur Francis Dupuy-Derry dans son livre Démocratie. Un gros mot pour dire que le pouvoir est à une poignée de gens riches. Pour résumer tout ce qui précède, la croissance économique infinie ne peut pas assurer un avenir meilleur, contrairement à ce qu'elle prétend depuis 200 ans, puisque, premièrement, elle n'est pas soutenable sur le plan écologique. Deuxièmement, elle n'est pas juste du fait qu'elle repose sur l'exploitation et la précarisation des uns pour le bénéfice et l'enrichissement des autres. À ce sujet, le rapport du World Inequality Index de 2026 révèle que le fossé séparant les riches des pauvres, non seulement entre les États, mais aussi à l'intérieur même d'un État, est revenu au niveau du début des années 1800. Troisièmement, cette croissance infinie n'est pas démocratique. Le rapport VDEM de 2026 observe d'ailleurs que l'autoritarisme gagne du terrain partout dans le monde et nous ne sommes pas épargnés, tels qu'en témoignent plusieurs lois et projets de loi qui nous tombent dessus depuis quelques mois. Ce sont donc précisément ces trois arguments, l'insoutenabilité écologique, l'injustice et
le caractère non démocratique de la croissance, que les penseurs de la décroissance mobilisent pour inviter à sortir de cette course mortifère. Et dans cette course, pas soutenable écologiquement, pas juste et pas démocratique, on nous réduit à des travailleurs qui devront bosser plus vite, plus fort, plus dur pour gagner un salaire, puisque comme nous ne produisons plus nous-mêmes ce qu'il nous faut pour vivre, notre seule option, c'est de consommer des marchandises afin de répondre à un minimum de besoins. Sauf que ce minimum inclut désormais forfait de données, cellulaire intelligent, ordinateur portable et tous les accessoires nécessaires à leur fonctionnement, sinon, bonne chance pour arriver à obtenir des services de base. Un usager de services en alphabétisation témoigne « Si tu n'as pas d'outils technologiques, c'est comme si tu n'existais pas. » Sous prétexte d'optimisation et d'économie, le virage numérique extensif et imposé dans les services publics exclut des personnes donc déjà précarisées, faisant en sorte que plusieurs d'entre elles perdent l'accès aux services auxquels elles ont pourtant droit, comme l'aide sociale. En plus de contribuer à ces injustices, le virage numérique est hyper demandant en apports miniers, énergétiques et hydriques, contribuant à amplifier le désastre écologique, surtout depuis l'avènement de l'intelligence artificielle qui s'est imposée sans débat. Comme le relève le gouvernement du Canada dans ses propres mots, dans un contexte de numérisation massive, reposant sur des réseaux très interconnectés et fragiles, les cyberattaques vont en augmentant, sont de plus en plus sophistiquées, menées par des joueurs de plus en plus puissants et visent particulièrement des services essentiels dont fait partie le système de santé. Donc, il faut dépenser pour protéger tout ça. Est-ce vraiment une optimisation? Plus une technique est puissante, plus les accidents qui lui sont inhérents sont graves. La technique n'est donc pas neutre. Ces arguments devraient, me semble-t-il, convaincre toute personne préoccupée par la santé à vouloir sortir du modèle capitaliste, puisqu'il entre directement en conflit avec les déterminants sociaux de santé dont je vais parler à l'instant. Selon les diverses définitions proposées en santé publique, la santé, outre le fait d'être l'absence de maladies ou de maux physiques et mentaux, c'est à 15% déterminée par la biologie et la génétique de la personne. Cette biologie et cette génétique sont en partie influencées par deux autres grands facteurs qui suivent, à savoir le milieu physique et le milieu socio-économique dans lesquels on vit. Ces deux milieux réunis ensemble jouent pour 60% en termes d'impact sur la santé. 60%. Or, nous venons de voir les ravages que le technocapitalisme entraîne sur les plans écologiques et sociaux, d'autant plus que ceux-ci ont un impact sur la biologie de la personne et même sur sa génétique, à cause notamment de nouveaux polluants. Ce qui m'amène à glisser un mot sur les maladies dites civilisationnelles qui remettent en question, du moins en partie, le confort que le capitalisme nous dit nous avoir apporté grâce au progrès technique. Le mode de vie des populations des pays dits développés favorise anxiété, burn-out, maladies cardiovasculaires, obésité, diabète de type 2, plusieurs formes de cancer, j'en passe, faisant en sorte que notre société est de plus en plus médicalisée, et ce, à des âges de plus en plus bas. Enfin, 25% de la santé d'une population serait déterminée par le système socio-sanitaire en place, ce qui invite à critiquer au moins deux choses. De un, le système de santé a un certain poids sur la santé de sa population. Certes, mais ce poids est significativement moindre par rapport aux déterminants de l'environnement physique et socio-économique. Or, parmi les facteurs impactant globalement la santé, c'est là qu'est dirigée la plus grande part du financement public et de manière disproportionnée pour le secteur curatif, c'est-à-dire principalement pour le trio hôpital, médecin, médication. Cette incohérence tout à fait contre-productive, Ivan Illich en parle en termes de
monopole radical du complexe médico-industriel, puisqu'il devient presque obligatoire de passer par cette institution pour parvenir à se faire soigner une fois que le mal est fait. Dans son livre Némésis médical, il écrit « Ce monopole radical prive les gens du pouvoir de transformer leurs conditions de vie et de travail, celles-là même qui les rendent malades. » De deux, le système de santé qui compte pour 25% des déterminants sociaux de la santé, contre les 60% du milieu de vie, comme on a dit tout à l'heure, bien, il dépend de ce que les gens au pouvoir veulent bien en faire. À la lumière de la transformation historique de notre système socio-sanitaire québécois, on constate que les décideurs et lobbies d'influence l'ont voué moins à favoriser une population en santé, la soigner ou prévenir les maux, qu'à alimenter une libre concurrence pour stimuler un marché économique. Pour le dire avec Anne Plourde, autrice et chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, le capitalisme, c'est mauvais pour la santé. Les causes de la maladie sont avant tout sociales et politiques. Je vous recommande un jour de l'inviter pour une discussion parce qu'elle explique clairement le potentiel révolutionnaire que l'organisation collective socio-sanitaire aurait pu faire émerger avec le grand projet des CLSC. Projet qui a rapidement été saboté par des groupes de médecins, bon, quelques médecins, pas tous les médecins, mais quand même la majorité à l'époque, les chambres de commerce, le conseil du patronat et l'État. En me basant sur ces récits, voici un résumé de l'installation progressive de la dépolitisation et de l'autoritarisme dans la gestion de nos services de santé. D'abord, multiplication de lois spéciales contre le droit de grève des travailleurs et travailleuses essentielles à partir des années 70. Franc sabotage de la mission des CLSC à partir des années 80. Mise à la retraite de milliers de professionnels de la santé sous Bouchard en 1996. Pour citer à nouveau Anne Plourde, à partir du début des années 2000, le système de santé et des services sociaux du Québec a connu plusieurs réformes majeures. La réforme Couillard de 2003, la réforme Barrette de 2015 et plus récemment, la réforme Dubé. Bien que les gouvernements successifs aient imposé chacune de ces réformes par l'entreprise de la procédure parlementaire du bâillon, elles ont néanmoins toutes fait l'objet de débats publics souvent houleux. Puis, il y a eu le déploiement du Lean Management, où le patient est vu comme une matière sur une ligne de montage et les travailleurs-travailleuses de la santé comme des ouvriers-ouvrières à la chaîne. Ça a fait de gros ravages pendant la pandémie. Enfin, tout chaud, tout frais, il y a la réforme en cours que Mme Plourde présente dans un rapport très fouillé il y a exactement 7 jours sur le site web de l'IRIS et qui s'intitule « Financement à l'activité, la réforme silencieuse du système de santé québécois ». Faute de temps, pour résumer rapidement, cette enquête révèle que désormais, plutôt que de financer les hôpitaux en fonction de ce qu'ils ont reçu l'année précédente, plus une majoration, ils seront financés aux patients et selon la valeur des activités de soins promulguées. La lourdeur et les coûts administratifs de ce virage sont énormes et selon les observations des résultats de plusieurs pays qui en ont fait l'expérience, ce financement favorise la privatisation, entraîne une compétition entre les établissements qui risquent le déficit s'ils produisent sous la moyenne, augmente ensuite les actes de soins inutiles, comme c'était déjà observé chez les médecins par leur rémunération à l'acte, réduit davantage l'accès aux soins pour les personnes précarisées, augmente les réadmissions, etc., etc. C'est pourquoi plusieurs pays ont d'ailleurs fait marche arrière, mais ici, malgré tout cela augure mal, le gouvernement prévoit déployer cette réforme à la grandeur des services sociaux et de santé pour 2033. En réponse à ce dogme de la croissance économique infinie qui n'épargne pas le domaine de la santé, la croissance invite donc à produire moins, partager plus, décider ensemble.
Dans cette seconde partie, je tenterai de vous présenter des pistes de solutions générales proposées par la décroissance et quelques exemples d'applications plus spécifiques à la santé. Alors, ce que les penseurs de la décroissance défendent comme idée face à l'insoutenabilité du mode de vie dans lequel nous sommes coincés, c'est pas de produire mieux, comme le promeut le développement durable, qui se traduit par une fuite en avant technologique, coûteuse et tout aussi insoutenable écologiquement. C'est de produire moins. Produire globalement moins de services et de marchandises, ça signifie de s'organiser le plus localement possible pour produire ce dont nous avons collectivement besoin, pour vivre dignement et assumer cette production de manière soutenable. Il s'agit là d'autonomie collective et de reconquête d'une certaine liberté. De vivre du milieu où l'on vit plutôt que sur le dos de populations qui, loin de nos yeux, se font exploiter en termes de travail et d'accaparement de richesses. En plus d'être injuste, dépendre d'un marché mondialisé devient problématique lorsque la marchandise ne se rend plus à nous et les causes de rupture d'approvisionnement se multiplient. Pandémie, conflits géopolitiques, perte de production à cause d'une sécheresse dans un pays fournisseur ou tout ça en même temps. Produire moins dans une perspective soutenable d'autonomie collective suggère de se poser ensemble la question de ce qui vaut la peine d'être fait et de ce qui ne vaut plus ou qui vaut moins la peine de l'être, dans un souci d'économie de temps, d'énergie et de richesse qui ne sont pas illimités. Pour faire un lien plus spécifique avec la santé, dans un rapport de 2024, l'Association pour la santé publique du Québec est claire. Je vous la cite. Le système de soins est sur le point de craquer. Les indicateurs du taux d'occupation et du temps d'attente dans les urgences du Québec sont au rouge dans presque toutes les régions. Le personnel de santé et des services sociaux rapporte une charge de travail trop épuisante. Les absences pour épuisement ou blessures tendent à confirmer leur constat. Le public rapporte aussi la difficulté d'accès à des services publics de santé physique et mentale. Bref, la limite de notre capacité à soigner est atteinte. La pandémie a d'ailleurs démontré cette fragilité. Devant un tel constat, la SPQ voit deux options possibles. Première option, continuer à dépenser plus pour accompagner la maladie en tentant d'ajouter des ressources humaines et technologiques pour soigner plus. Alors que d'une part, on constate que la croissance du secteur curatif et de ses technologies n'apporte plus de gains significatifs à la population, voire lui nuit à cause de ses impacts environnementaux. Et d'autre part, de plus en plus de publications universitaires montrent à quel point les patients des pays riches sont surdosés, surtraités et surdiagnostiqués. Deuxième option, agir pour réduire les nombreuses maladies évitables afin de diminuer l'entrée des patientes et patients à la source, c'est-à-dire organiser ce qui nous évitera de recourir à ce qui devrait être la dernière option, devoir aller se faire soigner. D'ailleurs, moins les personnes ont à se rendre à l'hôpital, moins elles s'exposent d'une part à des maux iatrogéniques, soit une conséquence néfaste sur la santé suite à une intervention médicale, et moins elles s'exposent d'autre part à des infections nosocomiales, c'est-à-dire contractées en milieu hospitalier. Je pourrais aussi parler des multirésistances secondaires à une surprescription et malprescription d'antibiotiques, mais restons dans les solutions. Cette deuxième option, soit d'agir en prévention, est martelée depuis au moins les années 70, tel qu'en témoigne un vaste document de travail dirigé par le ministre Lalonde et produit par le gouvernement du Canada, qui s'intitule « Nouvelles perspectives de la santé des Canadiens ». L'un de mes passages favoris va comme suit. Le système de distribution des soins a encore tendance à considérer le corps humain comme un appareil biologique qui peut être maintenu en bon état par l'ablation ou le remplacement des pièces défectueuses ou par le nettoyage des conduits obstrués. Le traitement des maladies, bien qu'il constitue un aspect fondamental de la santé, n'est en réalité qu'un des nombreux facteurs
mis en relief par l'étude des causes sous-jacentes à la maladie et au décès. Il ajoute, la préservation et l'amélioration de l'environnement sont des objectifs qui répondent à un besoin profondément ressenti et pour lequel il existe un mouvement d'expression populaire. Donc là, ça date de 1974. Depuis 52 ans, les décideurs ne peuvent pas dire qu'ils ne le savaient pas. Produire moins pour être davantage autonome localement, c'est aussi sortir de la dépendance au high-tech, les hautes technologies, qui s'étend dans absolument toutes les sphères de notre vie telles que je l'ai développé plus tôt. C'est pourquoi la décroissance invite plutôt à se tourner vers les basses technologies, plus connues sous le nom de low-tech. Une low-tech, c'est un moyen de production qui vise à répondre à nos besoins, mais un moyen de production qui est accessible, plutôt simple, qu'on peut fabriquer localement à partir de matières locales, dont l'usager comprend le fonctionnement, qui est réparable, robuste et dont l'infrastructure pour le faire fonctionner est locale. On est très loin de ça avec le projet de dossier de santé numérique dont nos données seraient stockées aux États-Unis, n'est-ce pas? Dans une perspective d'organisation collective de services sociaux et de santé entendue comme globale, maintenir des services en personne, au téléphone et par papier est incontournable. Ce sont des manières plutôt low-tech, donc conviviales, de répondre aux besoins primordiaux de n'importe qui, si on tient à défendre l'idéal de justice qui est censé être le nôtre et ne laisser personne de côté sur prétexte qu'elle n'est pas connectée comme une machine. Concernant les services curatifs qui demeurent nécessaires, la logique low-tech a tout à fait sa place, même dans le cas de certaines chirurgies. On apprend dans un article du Low-Tech Magazine que des comparaisons de plusieurs chirurgies de la cataracte ont montré que le même traitement ne produit en Inde que 5 % des émissions de gaz à effet de serre et 6 % des déchets solides produits au Royaume-Uni. Cela s'explique principalement par le fait que les chirurgiens indiens réutilisent un maximum de fournitures, de dispositifs et de médicaments sur un maximum de patients. De plus, les fournitures, implants et médicaments sont fabriqués localement et ils appliquent un système à 2 lits dans lequel un patient est opéré pendant qu'un autre est positionné et préparé dans le lit voisin. Même au niveau curatif, l'ingéniosité médicale est possible sans nouvelles technologies. Enfin, l'une des meilleures manières de produire moins, c'est de travailler moins. Réduire le temps de travail fait partie des propositions défendues par la décroissance et travailler moins, c'est bon pour la santé. Ça nous permet d'avoir le temps de partager plus, qui est justement le deuxième grand axe de la décroissance. Partager plus, imaginez tout ce qu'on peut faire en travaillant moins. Ça réduit l'exposition au stress, à la fatigue, au risque de blessures et de maladies. Ça permet de prendre soin de soi, de ses proches et d'entretenir nos relations. Ça permet de connaître ses voisins. Ce partage de notre temps avec les autres réduirait l'isolement social que vivent de plus en plus de personnes dans notre société. Un isolement sans lequel plusieurs seraient moins à risque de détérioration de leur santé physique et mentale, ce qui réduirait aussi les recours à la médication. Partager plus notre temps, c'est aussi une manière de contribuer de manière citoyenne, donc non professionnelle, mais non moins légitime, à soutenir les personnes travaillant dans le communautaire, qui, comme leur slogan le disent partout au Québec, sont à bout et écœurées d'être méprisées. Ces personnes sont aux premières lignes pour défendre le droit à la vie digne et en santé. D'ailleurs, elles seront en grève toute la semaine prochaine et proposent des ateliers pour comprendre ce qui ne va plus et ce qui doit être fait si l'on souhaite repriser notre filet social. Partager et joindre des luttes, c'est aussi une piste de solution. Toujours dans les idées de partager plus, la perspective des communs est l'un des moyens forts que prône la décroissance. Selon l'idéal type proposé par Yves-Marie Abraham dans son livre « Guérir du mal de l'infini », un commun se résume en 4 principes. De 1, c'est des personnes qui se rassemblent pour répondre à un besoin par et pour elles-mêmes, sans l'intervention de l'État ou de l'entreprise privée. C'est le principe d'autonomisation. Le besoin peut être matériel comme se loger ou immatériel comme
réapprendre à se soigner. Deuxièmement, les moyens de production qui permettent de répondre aux besoins du commun, par exemple des outils ou un potager pour faire pousser des plantes médicinales, sont sous la responsabilité de tout le monde, mais n'appartiennent à personne. C'est le principe de communalisation. Troisièmement, la manière de décider ou de s'organiser à l'intérieur du commun se fait le plus démocratiquement possible, c'est-à-dire un humain égale une voix. Le tirage au sort peut aussi prévaloir. C'est le principe de démocratisation radicale. Et de 4, les interactions qui se développent dans un commun en sont de solidarité et d'entraide plutôt que de compétition et domination. C'est le principe de coopération. Évidemment, comme on est coincé dans le capitalisme, il n'existe pas de commun parfait, mais plusieurs initiatives qui tendent vers cette direction peuvent nous inspirer. Le grand projet des cliniques locales de services communautaires, CLSC, tel que pensé et déployé grâce à des luttes populaires dans les années 70 et inspiré de l'expérience de cliniques communautaires comme celle de la Pointe-Saint-Charles, se rapproche beaucoup de l'idée de commun. Les CLSC voulaient répondre aux besoins collectifs de vivre dignement. Il y avait une place centrale accordée aux citoyennes et citoyens dans les prises de décision. Comme le présente Anne Plourde dans son ouvrage « Le capitalisme, c'est mauvais pour la santé », les CLSC avaient une véritable vocation de première ligne offrant des services généraux et de santé, incluant les soirs et fins de semaine, contrairement au GMF ou groupe de médecine familiale qui sont généralement sous partenariat public-privé et dont la plupart ne respectent pas cette condition de service hors des heures ouvrables. À l'origine, le modèle des CLSC défendait une conception globale, préventive et collective de la santé, prônait que les médecins soient salariés plutôt que payés à l'acte, se voulait une porte de sortie de la privatisation de la santé et revendiquait pour une gestion démocratique des services, pour ne citer que quelques-uns de leurs objectifs. L'avant-garde des CLSC aurait pu complètement changer le portrait de l'organisation socio-sanitaire québécoise. Il s'agit certainement d'une piste de solution centrale à réinvestir. Mon prochain exemple est une initiative qui se concentre spécifiquement sur l'appel à sortir la santé du privé, tel que les communs nous invitent à le faire. Il s'agit du regroupement des médecins québécois pour un régime public qui travaille très activement sur la documentation du virage que prend notre système de santé. Leur président, Xavier Gauvreau, dit « Chaque médecin qui quitte le réseau public pour le privé aggrave mécaniquement la pénurie d'accès aux soins. Cette logique est intenable et nuit directement à la population québécoise. » J'ose ajouter que cette analyse mécanique est valable aussi pour toutes les professions en santé, la physiothérapie, l'ergothérapie, la psychologie, dentisterie, orthophonie, etc. Je termine en mentionnant une dernière piste de solution décroissanciste sur ce deuxième axe, partager plus des revenus. Un revenu inconditionnel de base pour permettre à toutes et tous de vivre dignement, jumelé à un revenu maximum acceptable pour empêcher les autres de vivre indécemment sur le dos des premiers, permettrait non seulement de réduire les injustices, mais en plus de financer une partie de la sortie du capitalisme. Troisième et dernier impératif pour parvenir à produire moins et partager plus dans une perspective de décroissance soutenable, c'est de décider ensemble de le faire. À la lumière de tout ce qui précède, il est urgent de tenir un véritable débat. Que voulons-nous? Poursuivre cette croissance infinie qui nous rend malades physiquement et mentalement, tout en menaçant la survie de notre espèce, ou sortir de cette course? Ce débat doit avoir lieu. Ensuite, comment donc décider ensemble? Ça demande de se rencontrer en personne. Près de chez moi, il y a un groupe citoyen, les Assemblées populaires rimouskoises, nées d'une lutte contre la destruction d'une forêt, qui organise, comme son nom l'indique, des rencontres ouvertes à tout le monde. L'idée, c'est de traiter des questions locales, importantes, et encourager des groupes citoyens à s'organiser autour de projets spécifiques, comme le déploiement opaque de vastes projets d'éoliennes qui déchirent présentement les communautés. Il s'agit là de déprofessionnaliser la prise en charge de questions qui nous touchent.
Comme le disait à peu près dans ces mots-là l'éminent mathématicien Alexander Grothendieck sur les problèmes complexes d'une époque, ce qu'un expert ne parvient pas à résoudre, 100 experts réunis ne pourront pas davantage le résoudre. C'est la diversité des points de vue et des vécus de terrain qui tendra vers les solutions les plus prometteuses. Donc, sortir de l'expertocratie qui exerce un monopole sur nos vies. C'est un peu ce qui a été tenté lors de la Convention citoyenne pour le climat en France, pour laquelle 150 Françaises et Français tirés au hasard se sont rencontrés sur plusieurs fins de semaine pour prendre en main les questions d'injustice sociale et climatique au lendemain des soulèvements populaires des Gilets jaunes. Les mesures très pertinentes qui sont sorties de la Convention citoyenne ont majoritairement été rejetées par l'État, qui n'a pas tenu sa parole, sans surprise. Il n'en demeure pas moins que c'est un cas de figure pour démontrer la capacité d'un groupe non expert à décider ensemble de pistes de solutions prometteuses. Sinon, spécifiquement dans les milieux hospitaliers, il y a certainement un besoin de s'organiser entre travailleurs et travailleuses pour définir ensemble quel devrait être le travail du personnel soignant, dans quel but l'effectuer, dans et sous quelles conditions. Quels sont les impacts de toutes ces réformes qu'on nous impose sous bâillon ou de manière silencieuse? Et que faire face à cela? Les syndicats peuvent-ils mobiliser leurs ressources pour répondre ou pour rendre de telles discussions possibles? En clair, il s'agit de repolitiser la question du travail et pour enjoindre les recommandations de la chercheuse Anne Plourde, reconquérir le droit élémentaire de grève du personnel de la santé et que les gouvernements menacent de retirer à de nombreux autres corps de métier. Il y a aussi un véritable combat contre l'omerta à mener sur les lieux de travail qui nous domestique par notre salaire. En témoigne le numéro spécial anonyme de la revue Liberté qui publiait en 2023 un dossier intitulé « Santé, elles disent tout haut ce qu'on pense tout bas ». Voilà, je m'arrêterai ici pour laisser la place aux questions et n'hésitez pas à partager des pistes de solutions dont vous êtes au courant pour enrichir l'échange. Et ça peut être des pistes de solutions qui ne concernent pas directement le système de la santé parce que, comme on a compris, tout est un peu interrelié. Merci. Un grand merci, Noémie, pour ce très gros travail de résumé en si peu de temps un sujet si complexe et large qu'est la décroissance et la santé. J'avais quelques questions pour toi, mais on a dépassé un petit peu le temps. Donc, je vais bientôt ouvrir la période de questions. Mais pour vous guider, je vais vous dire ça. Alors, pour adresser vos questions ou commentaires à notre invité, je vous invite à lever la main. Au moment où la parole vous sera accordée, vous serez invité à ouvrir votre caméra et votre micro pour poser votre question. Merci de vous nommer et de poser votre question de manière concise. N'oubliez pas que vous ne pourrez pas ouvrir votre caméra ni votre micro si vous n'avez pas donné votre consentement en cliquant sur « Oui » dans la fenêtre affichée. Vous pouvez également utiliser la section clavardage. C'est notre collègue Thomas Pévero qui lira vos questions de vive voix. Nous tenons à nous excuser à l'avance car il est possible que nous n'ayons pas assez le temps de pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, avons-nous des gens qui ont des questions? Alors, nous avons Emmanuel Osper. Allons-y. Alors, allez-y. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Oui, bonjour. Je suis dans l'enseignement en physiothérapie en Suisse et puis on aborde surtout le développement durable. Mais quels conseils vous auriez pour parler et aborder la décroissance? Dans l'enseignement, on l'aborde pas. Mais merci pour la question. Elle est excellente. Puis d'ailleurs, si je puis rebondir, à mon époque, quand j'étais étudiante à la maîtrise en physiothérapie, on n'abordait pas non plus ces questions-là.
Et j'ai l'impression que dans l'enseignement des sciences de la santé, il manquerait un volet sociologique pour pouvoir émettre une critique du système dans lequel on soigne. Donc, ben, en fait, c'est par là que j'irais, de proposer des lectures. Bon, par exemple, on a le groupe de recherche à but non lucratif Polemos Décroissance où on publie des articles sur notre site web. Donc, de commencer par trouver des pistes de réflexion qui peuvent être tout simplement proposées aux étudiants et étudiantes afin qu'elles aient une idée plus claire du système dans lequel on soigne. Donc, je pense que ce serait la base au niveau du programme de soins. Puis aussi, la décroissance propose une critique du développement durable parce que, bon, je ne veux pas m'attarder trop sur cette réponse-là pour laisser le temps de répondre aux autres questions. Mais c'est ça, c'est que la limite du développement durable, c'est qu'elle propose quand même de poursuivre cette croissance économique-là en promettant qu'on puisse faire un découplage entre la croissance économique et la continuation des ravages écologiques. Mais il n'y a pas d'évidence scientifique qui démontre qu'on puisse arriver à faire ce découplage entre l'économie et les ravages écologiques de manière suffisamment significative, rapide et globale pour dire qu'on peut se fier là-dessus. Donc, voilà, j'irais vraiment sur des pistes de solutions, de recherche d'articles qui peuvent être proposés aux étudiants et étudiantes parce qu'il y a plus en plus de publications qui se font sur la santé et la décroissance. Par exemple, je suis allée piger des informations au niveau du Low Tech Magazine qui propose des articles spécifiquement sur ce sujet-là. Donc, voilà, je vais m'arrêter là pour laisser place à d'autres questions. Merci. Merci pour ta réponse. J'aurai Geneviève Falardeau, donc allez-y. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, je suis médecin de famille depuis 30 ans, puis vous avez mis des mots exactement sur ma vision de l'évolution du système auquel j'aspire, mais qui n'est pas facile à partager. C'est le niveau de réceptivité est peut-être à ses débuts, mais je peux vous dire que je ne vois pas d'autre solution, sérieusement. En milieu hospitalier, on fait de l'acharnement, on fait du surtraitement, on n'améliore pas la qualité de vie des patients, on fait juste les étirer indéfiniment. Le personnel est épuisé. Je veux dire, je peux pas croire qu'on va juste en rajouter une couche de plus puis qu'on va dire c'est correct, tu sais. Fait qu'il faut désinvestir cette sphère-là puis investir plus à la base. Puis je pense vraiment que ça passe par une approche communautaire. Puis aujourd'hui, ben, je suis en santé publique justement parce que je crois plus je veux apporter plus à cette voie-là. Mais je suis tellement contente de vous entendre. Ça me fait chaud au cœur de savoir qu'il y a des gens qui portent ce message-là. Merci à vous, Madame Falardeau. J'apprécie. Ça fait plaisir. Merci pour ce commentaire. J'aurai Diane Orr. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Excellent. Merci beaucoup pour votre présentation, Madame Bureau Civil. J'aurais une petite question ici qui est peut-être un peu tricky parce que ce qu'on peut supposer entendre, c'est que pour parler là ici, en fait, justement, d'une sphère un petit peu plus économique, décroissance, croissance, de la santé et puis des bienfaits, en fait, pour la population et puis tout le côté que vous avez mis sur le commun, le communautaire, etc. À votre avis, si on investit plus dans la santé et au niveau aussi donc des réseaux locaux en fait de santé, un petit peu plus fixés sur la proximité et éventuellement si on investit aussi dans le milieu communautaire pour faire un bond aussi, un rebond sur ce que vient de partager la personne précédente, ça veut dire qu'on désinvestit où en fait pour essayer de trouver cet argent pour la santé? Merci beaucoup. C'est une question assez complexe.
Je ne sais pas si je parviendrai à y répondre adéquatement parce que j'avoue que les montages économiques ne sont pas ma sphère de compétences, mais il y a, au niveau de l'IRIS, des études de l'IRIS qui sont assez douées avec les chiffres et qui ont des propositions à faire là-dessus. C'est vraiment de réorienter les ressources à la base et à la racine des problèmes, finalement. Donc, d'agir en amont parce que si on se réfère encore une fois aux déterminants sociaux de la santé, c'est vraiment là qu'il y a un plus grand impact et c'est ça qui va faire en sorte que le système de santé curatif aura moins besoin de croître et aussi peut-être sera moins tiré vers les économies, les intérêts marchands aussi qui le tirent à se privatiser. D'autant plus qu'on sait que les surcroîts d'investissement dans les hautes technologies puis dans la croissance du système curatif ne sont plus tellement corrélés avec un ajout de bien-être dans la population en général, étant donné des impacts négatifs qu'ils commencent à avoir sur la population en général. Donc, c'est vraiment une gymnastique qui est à faire et je dirais à décider ensemble. Et d'ailleurs, pourquoi pas avoir ces discussions-là? Parce que les pistes de solutions vont évidemment venir de la population et du vécu. Donc, d'encourager ces débats-là à grande échelle pour arriver avec des pistes de solutions qui sont cohérentes avec les réalités terrain. Donc, le décider ensemble de la décroissance a quand même une grande importance pour réussir à être créatif sur la manière de faire. Puis s'il y a des personnes qui ont d'autres pistes de solutions à proposer aussi, j'invite à vous joindre à la discussion là, pour renchérir sur les réponses. En piste de solution, il y a Direction qui dit qu'on pourrait diminuer les subventions ou surtaxer les industries fossiles et autres industries polluantes pour récupérer de l'argent et diversifier l'argent. Bien, tout à fait. Puis on parlait aussi de la rémunération à l'acte, pourquoi les médecins ne pourraient pas être salariés comme les autres employés, la redistribution des revenus aussi. Donc, il y a beaucoup d'argent à aller chercher dans les pertes puis dans les solutions qui sont très gourmandes en fonds, alors que la prévention puis l'action à la base communautaire est finalement moins coûteuse et plus rentable à très long terme. Ok, alors j'aurais une question de Valérie Boisvert. Je vous autorise le micro et la caméra. Allez-y. Ah, j'entends pas. Attendez. Bon, là, mon micro devrait fonctionner. Oui, le micro fonctionne. Et puis la caméra, bon, ma caméra est noire, je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Bon, désolé. Mais si je la ferme, vous allez voir quelque chose que vous allez aimer dans ma pastille. Pour l'instant, je vois. On voit pas, on voit juste. Vous voyez pas la pastille, c'est pas grave, pas grave. Malheureusement. Donc, bon, moi, ce que je voulais dire, c'est que, ben, où désinvestir? La question était, mettons, où désinvestir? Mais moi, je me dis, si on sait qu'on met, je ne sais pas moi, je veux dire 80% de l'énergie et de l'argent dans le curatif, puis qu'on met 20% dans le préventif, ben, on a juste à se dire qu'il faut mettre 40% dans le préventif, puis 60% dans le curatif, puis on se débrouille. C'est ça l'argent qu'on va avoir, puis on se débrouille pour enlever les choses qui coûtent trop cher dans le curatif. Vous comprenez, sans choisir à la pièce, mais on se dit, l'argent qu'on a, c'est 60% seulement du budget qui va dans le curatif, alors débrouillez-vous. Puis peut-être les grosses machines hyper chères pour aller détecter ceci, cela, ben, on n'a pas d'argent pour ça, puis on ne l'achète pas, c'est tout. Mais au moins, on fait plus de préventif. Donc, de toute façon, il va y avoir moins de maladies au bout du compte. Puis c'est ça, ça serait ma solution. Merci, Madame Boisvert. Merci. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question à l'oral? Sinon, je laisserai Thomas lire les questions à l'écrit. Personne d'autre pour l'instant. Thomas, vas-y. Oui, on avait une question dans le chat de Yann Desfossés. Donc, quels sont
les outils ou leviers qui peuvent être utilisés par les citoyens en dehors de partager nos perspectives? Est-ce que la loi est sous-utilisée? En deux volets. Les perspectives citoyennes, d'abord, s'informer davantage sur les perspectives de la décroissance. Là, c'était une introduction, ça allait très vite. Donc, s'informer davantage ensemble, ça aide, se rassembler, comme je disais, sur les assemblées citoyennes pour apprendre à s'organiser, décider ensemble, puis émettre des pistes de solutions, c'en est une autre. Sinon, la suite de la question, c'était... J'ai perdu. En dehors de partager nos perspectives, est-ce que la loi est sous-utilisée? Ah oui, le côté législatif. Bon, je ne suis pas experte dans les lois. S'il y a quelqu'un dans l'audience qui peut intervenir, ce serait super. Il y a notamment les actions, le CQDE qui a fait une grosse veille sur les projets de loi et les lois soit en cours d'adoption ou adoptées, qui ont des tendances autoritaristes sur les possibilités de décider des perspectives et de bloquer des projets polluants. Donc, ça, je pense que c'est un aspect sur lequel il faut s'informer davantage. Quelles sont les répercussions des lois actuelles? Maintenant, comment agir au niveau de ces lois-là en tant que citoyen, citoyenne, à part de justement aller chercher le service de ces regroupements-là, je serais un peu bloquée pour répondre davantage. Voilà. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu l'évolution du droit de grève en santé? Oui, quelle belle piste, merci Guillaume. Effectivement, à partir des années 70, il y a eu de plus en plus de lois pour empêcher les grèves qui sont pourtant un droit du personnel de la santé. Puis c'est vraiment un aspect à reconquérir, ce droit de grève-là. Puis ça, c'est un levier pour faire quand même une bonne pression quand on est une grande partie de la population, parce que c'est des questions qui ne touchent pas seulement la santé, là, c'est l'enseignement, c'est l'énergie et tout ça. Donc, les grèves, c'est effectivement un moyen puissant à reconquérir. Merci pour la perche tendue, Guillaume. Est-ce que des personnes seraient encore partantes pour faire des questions à l'oral? Sinon, on a dans la conversation... Ah, oui, superbe. Direction, je vous autorise. C'est bon, allez-y. Oui, bonjour. Jérôme Leclerc, mon nom. Directeur de l'association MD Responsable. Puis en fait, je pense que ce qui est pertinent dans les perspectives de comment s'impliquer, comment réaliser, c'est pour tous nos professionnels de la santé, déjà, il y a une écoute qui est plus grande dès qu'on se présente avec un titre de professionnel de la santé. Je pense qu'il faut capitaliser là-dessus. Et de plus, il faut aller chercher les forces de chacun. Donc, on a certains médecins qui vont s'impliquer beaucoup au niveau politique, au niveau public, et puis qui vont être très, très à l'aise à prendre la parole et à porter ce message-là. Puis, il y en a plein d'autres, que ça va être dans leur action individuelle, soit directement avec leurs patients, soit avec leurs collègues. Puis, si on va chercher ces forces de tout le monde, soit, comme je voyais dans la conversation, un médecin qui fait une prescription nature pour encourager un patient à aller dans la nature, et puis un autre qui va prendre ce message-là puis aller le porter dans des conférences ou en politique. Je pense qu'il faut reconnaître les forces de toutes ces personnes-là pour avoir un effet global au final, puis vraiment avoir un mouvement collectif. Merci. Si je peux rebondir, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions en attente, mais en attendant, si je peux rebondir sur une autre piste d'action, un peu de repolitisation du travail, ça vaut la peine d'aller voir comment sont composés les CA de nos établissements. Moi, j'ai une petite passion pour aller voir l'organisation des conseils d'administration des milieux. Par exemple, à Pointe-Saint-Charles, on voit qu'il y a 12 postes sur le conseil d'administration, dont 10 sont réservés aux citoyens et citoyennes.
à une employée administrative et la direction générale a le droit de parole, mais pas le droit de vote. Donc là, on voit que vraiment, là, il y a un potentiel citoyen à ce niveau-là, mais qu'au CHUM, par exemple, pour comparer, j'ai rien contre le CHUM, j'ai travaillé là d'ailleurs, mais au CHUM, c'est 16 postes sur le CA. Le président est élu par le ministre, puis il y a seulement 3 postes pour les usagers et usagères, puis 3 postes sur le CA pour les employés. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose à aller ressaisir pour décentraliser ce contrôle-là sur nos milieux de travail pour que les travailleurs, travailleuses puissent redécider ensemble comment organiser leur travail puis quels moyens de production utiliser. C'est ma petite parenthèse CA. Puis de se présenter aux AGA qui sont censés être publics, mais souvent, il faut chercher l'information pour pouvoir y avoir accès, mais se pointer pour savoir ce qui se dit et ce qui se trame. On parle de... Ah, oui, vas-y, Thomas. Oui, c'est ça. Sinon, dans le chat, il y a différentes réactions. Peut-être ça va vous amener un peu des pistes de discussion, mais il y avait Lucie Lafrance qui nous partageait que possiblement qu'il faudrait revoir l'influence du lobbyisme sur les décisions tant au niveau gouvernemental qu'au niveau du réseau de la santé. Donc, je pense que ça fait écho finalement à la composition des CA, tout ça. Puis, il y avait également un commentaire qui disait finalement merci, Mme Bureau-Civil, pour cette introduction, un mouvement fort intéressant. Puis, la personne témoignait qu'elle a particulièrement apprécié le retour vers des écrits qui datent de finalement plus de 50 ans. Puis, la personne partageait que peut-être un tel mouvement en santé pourrait aussi ouvrir le dialogue vers les personnes choisissant une médecine alternative ou autochtone sur les soins usuels. Ça faisait écho à différents éléments là-dessus. Effectivement, il y a quand même une autonomisation qu'on doit reconquérir par rapport à nos capacités à se soigner collectivement, parce qu'avec la marchandisation de la santé, il y a beaucoup de connaissances qui se sont perdues. Donc, en amont, on arrivait à faire un bon bout de chemin collectivement sans recourir à des soins et des technologies très sophistiquées. Il y a Yann Daniel Joannick qui parle qu'une des pistes de solution serait de changer les formes d'entreprise en santé vers plus de coop ou d'OBNL. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, alors, c'est déjà mieux que la vision d'entreprise privée, sauf que ce qu'on observe rapidement, c'est qu'une coop ou une OBNL, étant donné qu'elle est coincée dans le système global capitaliste, tôt ou tard, elle finit par devoir, pour survivre, répondre aux lois de marché qui prévalent. Et puis, bon, c'est ça, souvent, ça va se faire avec une augmentation des coûts éventuellement, puis pour s'approvisionner, pour faire fonctionner cette entreprise, cette OBNL-là, on doit quand même s'approvisionner dans le marché. Donc, souvent, c'est ce qui arrive malheureusement, c'est que les OBNL puis les coopératives se retrouvent à se transformer graduellement sous un modèle qui ressemble beaucoup au modèle capitaliste standard, malgré elles et eux. Puis, ça reste quand même un service privé qui n'est pas accessible nécessairement pour les personnes les plus vulnérables, sauf s'il y a des mesures qui sont prises. Je sais que ça existe de procéder avec une tarification solidaire où les personnes les plus nanties vont payer davantage afin de laisser les personnes un petit peu moins nanties profiter des services puis avoir accès aux services à moindre coût ou gratuitement. Je sais qu'il y a des initiatives comme ça qui existent. Par exemple, il y a une coop de construction dans mon coin qui s'appelle La Couverte, où ils procèdent comme ça pour offrir des services de construction puis rénovation à moindre coût aux personnes qui sont qui sont plus précarisées. Mais encore une fois, le marché les rattrape, puis c'est difficile de maintenir des coûts très bas, là. Merci beaucoup. Alors, on serait pas mal à la fin de notre première partie.
Comme indiqué au début du webinaire, notre invité reste disponible pour poursuivre la conversation. Nous vous invitons donc à rester avec nous. Merci aux personnes qui doivent quitter à 13 heures. On voit des bons commentaires dans la conversation pour notre invité. Nous invitons tous les participants et participantes à remplir le court sondage d'évaluation que vous recevrez au courant de cet après-midi. Vos réponses nous permettront d'améliorer nos futures activités et de planifier d'éventuelles suites à la conférence d'aujourd'hui. Si vous êtes intéressé à en savoir plus et suivre d'autres activités de la chaire, n'hésitez pas à visiter le site web chairesantédurable.ca. Encore une fois, merci à tous les participantes et participants. Donc, je vois qu'on a encore quelques questions dans le texte, dans la conversation. Est-ce que tu veux les lire, Thomas? Oui, donc, Élodie Montaigne donc ça va comme suit, qu'on réfléchisse la décroissance au niveau du système de santé ou au niveau sociétal, on touche toujours à des questions très clivantes qui vont générer des oppositions. Est-ce que ce virage vers la décroissance est possible, selon vous tous, en maintenant la paix sociale? Ben, c'est une bonne question. Puis, le pari de la décroissance, c'est que c'est un projet qui doit être décidé ensemble. C'est un projet qui va donc nécessiter un débat, mais un débat qui puisse avoir lieu de manière honnête et éclairée. Si un projet de décroissance s'impose, ce ne sera pas un projet de décroissance selon les principes que l'on défend. Et par ailleurs, concernant la polarisation, bon, pour m'être présentée à 2 reprises comme candidate indépendante pour proposer la décroissance dans ma circonscription, étonnamment, ben, pas tant que ça, en fait, quand on finit par creuser le sujet, ça rassemble beaucoup les gens, puis les personnes d'horizons très diversifiés. Parce que dès qu'on parle de produire plus localement, de manière plus soutenable, pour être plus autonome face à toutes les crises qu'on voit poindre et qui nous menacent, la décroissance est assez bien reçue en général. Donc, comme je vous dis, vraiment par une variété de personnes. Et la force de ce terme-là, qui peut sembler clivant de prime abord, c'est qu'il oblige le débat. Donc, il oblige la discussion. Et puis, rapidement, quand on sort les arguments, il y a quand même un bon terrain d'entente qui se place. Puis d'ailleurs, il y a un sondage qui a été mené entre autres par le professeur Yves-Marie Abraham, sur la réception d'un projet de décroissance dans la population. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais il y a une bonne partie de la population qui est favorable à ces idées-là. Et puis, si ce n'est pas favorable par rapport au mot décroissance, en tout cas, c'est favorable par rapport aux pistes de solutions que la décroissance propose. Donc, c'est ça, je pense qu'il faut vraiment oser s'informer davantage puis oser d'en parler. Passer par le principe d'autonomisation collective, c'est vraiment quelque chose qui rejoint tout le monde. Merci. Puis j'avais une seconde question dans le chat de Céline Campagna. Quelle est la place des approches féministes et du leadership féminin dans cette transformation de décroissance? Ah, ça, c'est une question qui pourrait prendre beaucoup de temps à répondre, mais l'approche écoféministe, en fait, est quand même centrale là, dans ce qui est proposé dans la décroissance, ne serait-ce que par la perspective de produire moins. Donc, quand on appelle à produire moins, il s'agit de produire sa subsistance, donc ce qui est nécessaire à produire et reproduire la vie, pour sortir de la dynamique de marchandisation des besoins. Et puis, cette perspective-là, elle est défendue à la base et théorisée à la base par des écoféministes qui s'appellent Maria Mies et Veronica Benold Thompson. Donc, si vous voulez approfondir
vos recherches sur l'écoféminisme, on se base quand même, en tout cas, beaucoup de décroissancistes se basent sur ces écrits-là. Donc, La subsistance, Marie-Amise, Véronica Bennett-Thompson, une bonne recommandation. Puis d'ailleurs, la posture écoféministe est vraiment une réponse aux problèmes qui sont secondaires au patriarcat et l'accumulation capitaliste. Donc oui, on est pile là-dedans. Puis peut-être juste un élément, justement, il y a Yves-Marie Abraham, justement, qui est dans la réunion, qui nous précise que c'est 54% des Québécois, Québécoises qui sont totalement plutôt d'accord avec la définition. C'est la beaucoup! Mais merci Yves-Marie Abraham d'avoir précisé ma réponse incomplète. Le micro est toujours ouvert pour n'importe qui serait prêt à poser une question. Sinon, je peux te laisser lire le commentaire de Alain, si tu veux, Thomas. Oui. C'est ça qui. Donc, ça va comme suit, là. Donc, même s'il existe encore une forme de hiérarchisation des métiers, exemple infirmière supérieure, aux préposés, aux bénéficiaires, eux-mêmes supérieurs aux autres, dont aide de service et aide aux cuisines ou hygiène, célébrité. Malgré ça, il se fait tout de même de l'entraide pour décider ensemble comment faire fonctionner les soins différemment, donc différemment de ce qui vient d'en haut, soit du ministère aux directions puis aux chefs de service jusqu'à nous. Donc, c'était un peu de parler qu'il y avait, oui, il y avait du top-down, mais également à travers ça, des pratiques plus de bottom-up, finalement. Oui, parce que les personnes terrain ont vraiment, c'est ça, c'est les mieux placés pour organiser leur travail. Donc, effectivement, puis c'est d'essayer de changer le rapport de force puis de ressaisir la capacité de s'organiser. Puis parce que souvent, c'est les directives qui viennent d'en haut qui bloquent des sujets, des projets qui seraient complètement cohérents, plus alignés avec ce qu'il y aurait à faire au niveau de la santé. Puis on l'a vu aussi, les blocages que ça a causé pendant la pandémie, là, des pistes de solutions qui ont été bloquées. Finalement, il y a des milieux qui se sont débrouillés pour faire fi. Mais oui, bien d'accord. Moi, j'aurais une question pour toi. Donc, ce serait un peu décentraliser la prise de décision, réduire la taille des gros systèmes. Comment tu vois ça? Comment ça fonctionnerait un peu? Je pense qu'on peut complètement, comme je l'ai répété avec les références de Anne Plourde, revenir et s'inspirer du vaste projet des CLSC qui avait commencé à être mis en place selon sa vision originale là, des années 70. C'est quand même une organisation régionale, donc plus cohérente pour répondre aux besoins immédiats du milieu où les CLSC sont implantés. Je ne sais pas si ça répond, mais sinon, si tu as des pistes pour compléter, je sais que tu as plusieurs réponses à tes propres questions, Guillaume Bazir, si jamais. C'est pas moi l'invité. Non, mais justement, décidons ensemble, puis entraidons-nous pour répondre aux questions. Soyons une petite convention citoyenne. Il y aurait une question encore de Myriam? Je te laisse la lire. Oui, en fait, je crois que c'est une question peut-être Yves-Marie Abraham pourra y répondre. Sinon, peut-être Noémie également. Là. Mais sur les 46% de Québécois qui étaient moins d'accord avec la décroissance, est-ce qu'il y avait mention dans l'étude du pourquoi finalement ce désaccord avec la décroissance? Ah, je vais laisser mon collègue Yves-Marie Abraham, s'il veut bien répondre. Est-ce qu'il est encore là?
Ouais, je ne vois pas de Donc, réponse explicite dans le sondage. Est-ce que tu veux lire le dernier commentaire encore? oui, tout à fait. Donc, c'est Charles-Eugène Bergeroni qui, finalement, nous invite, ben, l'urgence de la décroissance, c'est maintenant. Sinon, cramponnons-nous pour l'effondrement imminent. Le système de santé est devenu un colosse hyper centralisé au pied d'argile. Revenir à de véritables CLSC est une excellente piste. Produisons moins de biens de consommation et créons plus de liens d'entraide et de coopération. Nous sommes pour un nouveau contrat social en matière de santé et de mode de vie individuel, sociaux, environnemental. Bien dit. Alors, je ne vois plus de questions écrites ni de mains levées. Est-ce que tu aurais... Ah, une main levée, super, Myriam. Alors, tu peux y aller. On ne t'entend pas encore. Ah, voilà. Ton micro ne fonctionne pas, on dirait. Réessaye. Non, malheureusement. Zut. À l'écrit, peut-être. Ah, oui, Peut-être un écouteur. on a le temps. Les limites de la technologie. Toujours. Ah, Non. réactive ton micro. Réactive ton micro. Ah ouais. Là, essaye. Non, toujours pas. Oh non. À l'écrit, autrement, oui, c'est ça. Oui, Merci. écris-nous, Myriam. Ah, là, Guillaume, c'est toi qu'on n'entend plus. J'ai oublié de réactiver mon micro. J'ai lu récemment que dans des articles que certains hôpitaux se mettent en marche pour réduire leurs déchets plastiques, comme les tuyaux respiratoires dans les salles d'opération, ainsi que des alternatives dans les gaz anesthésiants qui émettent beaucoup moins des gaz à effet de serre. Est-ce que ce sont des démarches qui s'enlignent dans la décroissance? Quelle bonne question. Bien, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on voit qu'il y a des pistes de solutions vraiment pertinentes qui émergent de la base, donc du terrain, et on ne s'en étonne pas parce que c'est les personnes qui sont les plus auprès de la pratique, qui la pratiquent directement. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle. Par contre, ça a quand même des limites parce que, bon, notamment, ces démarches-là, parce que je les ai lus, les articles aussi, c'est des démarches qui demeurent quand même des initiatives individuelles, donc qui dépendent du bon vouloir et de la motivation des personnes qui les mettent en place. Puis souvent, ces projets ingénieux-là sont bloqués par une bureaucratie centralisée qui est lourde ou des lois ou des rapports qui ne sont pas à jour. Comme là, il y avait l'INSPQ qui avait un rapport qui n'était pas encore à jour pour pouvoir autoriser la réutilisation du système de tuyauterie anesthésique, d'anesthésie, c'est ça. Donc, c'est ça. Souvent, il y a des blocages qui viennent du haut, puis ces efforts-là qui sont faits à la pièce, puis en silo, bien, comme ça dépend d'initiatives personnelles, elles ne sont pas nécessairement répandues partout. Puis, si on reste dans ce système curatif qui grossit sans cesse avec des technologies toujours plus performantes et sophistiquées, bien, les gains qu'on vient d'effectuer avec ces mesures-là, qui réduisent certes le gaspillage, deviennent quand même marginaux face à tout le système qui continue à croître de la manière dont le marché le tire vers ce qui est plus payant. Donc, il y a vraiment un besoin d'organisation à la base pour que des démarches qui proviennent des travailleurs, travailleuses
puisse se répandre, puisse devenir la norme. Donc, ça nécessite encore l'effort de repolitisation dont je parlais pour qu'il y ait vraiment une organisation qui se mette en place avec des méthodes pour pérenniser ces pistes de solutions-là, parce que oui, effectivement, le curatif, on va en avoir encore besoin. Donc, c'est ça, ça demande vraiment une démarche qui est déployée vraiment à plus grande échelle pour qu'il y ait réellement un impact. Puis, l'autre souci qu'on peut avoir avec ces initiatives-là, c'est qu'étant donné la réforme de financement qui est en train de se mettre en place, où les établissements vont être en compétition les uns avec les autres pour aller financer leurs activités, ben peut-être que dans des conditions d'austérité où il y a des coupures partout, il n'y aura pas les conditions possibles pour aller investir dans des projets comme ça de déploiement de mesures de réduction de déchets. Par contre, peut-être qu'avec une précarisation du marché d'approvisionnement mondial, peut-être que ça va accélérer finalement des mesures de réduction de dépendance à du matériel qu'on gaspille et qu'on jette. Donc voilà, c'est ma réponse. Oui, mais il faudrait que ce soit vraiment fait de manière politique et généralisée et non pas seulement à l'emporte-pièce parce qu'on risque d'avoir des effets seulement marginaux. Merci, ça répond bien à ma question. Oui, vas-y, Thomas. Oui, la question de Myriam, donc, qui nous vient du chat. Est-ce qu'il y a d'autres modèles dans le monde en tout cas dans l'univers des systèmes de santé, qui sont exclusivement axés sur le communautaire ou le préventif? Donc, elle témoigne que pour travailler dans un hôpital communautaire, je trouve que le communautaire n'est pas très présent. Ben, c'est une bonne question. Moi, je suis pas vraiment au courant. Donc, s'il y en a qui ont des modèles à partager, bon, c'est sûr qu'il y a des communautés peut-être qui n'ont pas connu toute l'expansion et le progrès technologique permis par le capitalisme, mais surtout dans les pays plus développés, qui doivent faire avec les moyens du bord, donc qui ont maintenu des manières de se soigner plus locales avec ce qui est présent aux alentours, donc des connaissances qui se sont perpétuées, qui sont gardées, qui se sont pas perdues, quoique souvent très fragilisées parce que de toute façon, le système capitaliste de marché puis l'industrie pharmaceutique se répand un peu partout, malgré les populations qui n'en profitent pas. Donc, merci Myriam pour la question. Ça m'incite à aller chercher, voir d'autres modèles. Donc, s'il y en a qui ont des idées, je suis preneuse. Alors, je ne vois toujours pas de nouveaux clavardages à part des liens vers une artiste du Pays-Bas. Si j'ai pas d'autres conversations, je fermerai peut-être le webinaire. J'attends quelques secondes. Toujours pas. OK. Alors, je voudrais remercier encore une fois à tous les participantes et participants d'être ici aussi longtemps. Je veux également remercier grandement la conférencière pour tout son temps, aux membres du comité organisateur et aux personnes responsables du soutien logistique de ce webinaire, donc Noémie, Bureau Civil, Guy Poulain, Alma Posvantix, Thomas Privero et Johanna Collet. Et Guillaume Bazir. Ah, merci. Comme je mentionnais tout à l'heure, nous vous invitons à remplir le court sondage d'évaluation que vous recevrez au cours de cet après-midi pour nous permettre d'améliorer nos futures activités et de planifier d'éventuelles suites à la conférence d'aujourd'hui. C'est possible que le lien de l'enregistrement soit aussi dans ce courriel. Donc, merci beaucoup à tout le monde et bon après-midi. Merci.